Je te laisse la parole, Alain. Merci, Jeanne. Bien, bonsoir à tous, il y en a peut-être pas vu, et puis moi aussi je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année. Une belle année d'astronomie, j'espère que les orionautes, les fan clubs, tout ça, tout le monde va pouvoir se retrouver régulièrement au cours de cette année, dans nos futures veillades et dans toutes nos réunions et bien sûr nos observations au BETS. Alors, le sujet, c'est effectivement au plus près du Soleil. Et ça tombe bien, je remercie moi les organisateurs parce que nous passons au plus près du Soleil. C'est le cas de le dire. Mercredi après-midi, nous sommes passés seulement à 147 millions et quelques de notre étoile. Donc vraiment, c'est une veillade bien appropriée à cette soirée. Elle va se composer en 5 petites parties. Donc des parties où je vais passer peut-être un peu rapidement parce que le gros morceau se situe bien sûr dans les sondes. Mais ça vaut le coup, je pense quand même, de faire des rappels ou des explications, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, de ce qu'est notre étoile, le Soleil. Voilà, donc on va faire un petit peu d'histoire avec des premières tâches solaires, des premières explications approximatives. On remonte quand même en 1128, où un certain Worcester aurait dessiné des choses qu'on suppose être des taches solaires. C'est une aperçue. On retrouve des choses aussi plus anciennes dans les archives impériales en Chine. Mais là aussi, c'est assez subjectif. Il n'y a pas vraiment d'observation et de compte-rendu précis sur l'observation du Soleil. Ça commence vraiment avec ces personnages. Ces personnages ont marqué quand même un début très intéressant sur toutes les observations en général, bien sûr, mais particulièrement sur le Soleil. On attribue à Fabricius les premières. Ça serait le 13 juin 1611 que les premières tâches, et même l'observation du déplacement de ces tâches, c'est-à-dire déjà qu'on pensait que le Soleil allait tourner, et tourner sur lui-même. Et ce qui corrobore avec ce que notre cher Kepler, Johannes Kepler, que tout le monde connaît, les fameuses lois de Kepler, avait prédit la rotation à partir déjà de 1609. 1609, dans ses observations, dans ses analyses, dans plein de choses, Kepler avait déjà pensé qu'effectivement le Soleil pouvait tourner sur lui-même. Mais c'est effectivement avec ces deux personnages qu'on a le plus d'informations qui nous sont revenues. Schener a fait beaucoup de dessins, il a inventé même certains instruments, il a fait une observation précise. Alors vous allez me dire comment qu'ils observaient sans lunettes comme on a aujourd'hui, sans protection particulière. Eh bien, il se servait de la nature, il se servait des nuages, il se servait du couchant du Soleil, il se servait de positions particulières du Soleil pour l'observer, mais avec beaucoup de risques. C'est bien sûr l'occasion de vous rappeler qu'on ne regarde jamais le Soleil directement. Ça, tout le monde le sait quand on fait de l'astro. Le Soleil, c'est dangereux. Il faut l'observer avec des moyens appropriés. Schener, donc, a fait un gros travail d'observation. On va voir après un petit peu ce qu'il a fait. Et Galilée, bien sûr, qui a failli perdre la vue, la sérénité. On sait que Galilée a pris beaucoup de risques en observant le Soleil. Voilà. Les tâches et le déplacement des tâches. Déjà à ce moment-là. Voilà un petit peu ces fameux dessins de Schener. Donc, Christophe Schener, qui est un jésuite, en mai, alors ils se sont beaucoup battus avec Galilée pour dire c'est moi qui les ai eus en premier. Mais c'était Fabricius, ouais, voilà, il y a eu toute une controverse. Mais Schener n'a pas été très sympa parce que malgré ses dessins, malgré ses observations, il était tellement influencé par l'Église à l'époque, il a renié un petit peu ses observations et il s'est même battu contre Galilée. Le tribunal de l'Inquisition n'a pas été favorable à Schener, n'a pas été très favorable aux observations qu'avait fait Galilée. Donc c'est pas très sympa de sa part, mais bon, à l'époque c'était pas vrai, ils pensaient que c'était les instruments, ils pensaient que c'était... On utilisait des petites lunettes quand même, ils observaient le Soleil avec des instruments, des petites lunettes, donc extrêmement dangereux, évidemment. Mais voilà, on a quand même des résultats assez particuliers déjà de cette époque. Voilà un peu le type d'instrument, l'hélioscope de Schener. Ouais, on retrouve, au BETS on a ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça a été inventé, je passe un petit peu devant, là, peut-être ceux qui sont là, vous me dites. Donc, on a déjà une technique d'observation qui était faite pour renvoyer l'image du Soleil sur un support. Les fameuses, bien sûr, dessins qui sont bien connus de Galilée, Galilée, 1610, 1612 déjà, on avait... Vous voyez un petit peu, là, on a grisé quand même, on a un petit peu déjà des dessins précis, c'est pas que des taches noires comme jusqu'à présent, on a vraiment des groupes de tâches et des dessins précis déjà faits par Galilée. Donc, des choses très intéressantes. Galilée,
1612 avec sa lunette, effectivement, mais ça collait pas, c'était immuable, le soleil ne pouvait pas tourner à cette époque, il ne pouvait pas avoir des tâches, imaginez ça, à l'époque où le poids du domaine Aristote et de l'Église posait énormément sur les épaules de tous ces gens-là. Et là, on passe directement en 1843. Alors pourquoi on fait une grande étape? Ben, c'est qu'on a très peu de données qui sont venues par une période courte, là, mais il y a une raison aussi particulière, c'est que le Soleil, pendant un bon bout de temps, là, une centaine d'années, ben, il n'avait pas de tâches. Il n'avait quasiment pas de tâches. Et on va y revenir sur ce point-là, on verra pourquoi. Donc, avec Schwab et Wolf, surtout, eh bien, on a des gens qui ont vraiment commencé à étudier le cycle du Soleil. Les cycles solaires ont été notifiés. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un cycle qui revenait à tous les 11 ans, ces tâches. On avait déjà une certaine connaissance. On pouvait déjà commencer à voir que ces tâches faisaient un dessin, enfin, partaient d'une certaine latitude sur le Soleil pour se rapprocher de l'équateur. Donc on avait déjà des mouvements. Ben oui, quand même des gens importants, puisque Wolf a quand même été directeur de l'observatoire de Zurich. C'est des gens qui ont bien marqué leur époque. Et puis on a un cas particulier, Schwab, oui, effectivement, je l'ai marqué là-bas, Vulcain. Vulcain, c'est cette fameuse planète qu'on n'a jamais trouvée, bien sûr, parce qu'elle n'existe pas. Et pourquoi on cherchait Vulcain? Beaucoup, certainement, des orionautes le savent, mais on avait un petit souci à l'époque, c'est qu'on commençait à mesurer la position du périhélie de Mercure. Mercure, le périhélie, il va plus vite il tourne trop vite par rapport aux calculs mathématiques. Donc, un peu comme Uranus-Neptune, dans le ciel, on a dit il doit y avoir une autre planète. Et ils cherchaient Vulcain, et donc Vulcain proche du Soleil, et c'est là qu'effectivement, ils ont commencé un peu mieux, en même temps, à étudier le Soleil, à le mesurer. Vulcain, je l'ai jamais trouvé, il a fallu attendre Einstein, après, vous savez, pour qu'on comprenne pourquoi le périhélie de Mercure tourne trop vite. Donc une époque importante, déjà une avancée, avec un peu d'une expression scientifique déjà de l'étude du Soleil. Voilà, là on va encore un petit peu plus loin. On arrive dans les années 1859, 1892, avec deux personnages quand même très importants aussi, puisque Carrington, eh bien lui il a fait des dessins encore plus précis, et il a eu la chance de se trouver, lui, à un moment où l'activité du Soleil était très importante, et on a eu ces fameux phares. Les phares, donc c'est des flashs blancs, qui sont visibles au niveau des taches solaires. C'est extrêmement rare, hein, vous voyez, il n'y en a qu'une cinquantaine qui sont connus, répertoriés aujourd'hui, mais on a eu des moments extrêmement importants, puisque on voit que... Alors, il y a la souris qui se balade, là, on va la sortir de là. Non, elle ne bouge pas, la souris. On avait des aurores boréales jusqu'à Cuba. Donc, un moment, un événement extrêmement important, extrêmement riche. Et surtout, à ce moment-là, c'est qu'on a commencé à faire la relation entre ce qui se passait sur le Soleil et ce qu'on observait sur Terre. Donc les événements, les aurores, après tout ce qui a suivi derrière, on a commencé à dire bien, il vient bien du rayonnement du Soleil au moment où il est très actif. Notre Terre et toutes les autres planètes, bien sûr, sont impactées par l'activité du Soleil. Aux États-Unis, avec le cher George Ellery Hall, donc un constructeur très important au niveau des télescopes, hein, le Mont Palomar, Mont Wilson, un endroit où il a fait énormément de choses. Et Hall, lui, eh bien, il a dit effectivement... il a commencé, lui, à travailler sur la spectrohélioscopie. Spectro avec un spectrohéliographe. Donc il a commencé, lui, à utiliser les bandes de spectres, à commencer à analyser un petit peu d'une autre façon que dans le visible le Soleil. Donc aussi, là, on a deux personnages qui ont bien marqué leur histoire. Voilà, Mont Wilson, ils ont commencé déjà à prévoir un petit peu en 1908, hein, 1908, des orages magnétiques très importants avec des éruptions solaires qui ont vraiment marqué aussi des événements sur Terre. Voilà le fameux événement du 1er septembre, ça a duré quelques jours, très peu de temps. La tache là qu'on a, elle était visible à l'œil nu. Alors il ne faut pas regarder le soleil à l'œil nu, mais au couchant, à certains moments, c'était une tache tellement énorme, tellement puissante, que ça a été un événement qui a vraiment marqué l'histoire. Et puis, en 1908, effectivement, voilà, on revient sur ce que je viens de vous dire aussi, sur les premières photos, les premiers enregistrements avec un spectromètre. Ouais, ça c'est un événement qui se vraiment, alors voilà, on va le voir à la fin, mais aujourd'hui, un événement comme ça, comment ça se passerait? Voilà, c'est toute la grande question aujourd'hui de mieux connaître notre étoile, parce qu'effectivement, régulièrement, à temps de relief, il s'y passe des choses quand même très importantes. Et puis quand même, il y a des dames, oui. Il y a quand même des dames. Je fais ça. On faillote un peu, bon, excusez-moi, hein, le président. Donc, cette chère Annie Scott modère
Moder, ça vous dit quelque chose, ça, Moder. On y reviendra, Moder, mais c'est un nom qui nous est quand même un petit peu connu quand on parle du Soleil. Cette personne a quand même travaillé justement sur ce qu'on appelle les ailes de papillon. Ah oui, qu'est-ce que ça a rapport avec le Soleil, les ailes de papillon? Eh bien, tout simplement, quand on enregistre tous les points, les groupes de tâches, on va parler de groupes de tâches, qu'on connaît bien aujourd'hui, eh bien, ils forment un dessin au fil du temps. Sûrement à l'endroit où on va les enregistrer, mais on va voir qu'on va avoir des ailes de papillon. Je vous les présenterai un petit peu plus loin. Ça a été la première académicienne, c'est une femme donc, qui a été allée à l'Académie royale d'Angleterre. Donc quand même un personnage important. C'était la deuxième épouse de Richard Moder. Elle est irlandaise du Nord. Elle était astronome et mathématicienne. Donc quand même une dame aussi sur laquelle je devais marquer le passage. On avance dans le temps. Deux personnages, Janssen, Rutherford. Et bien là, on a carrément la détection des matériaux, de l'hydrogène. L'hydrogène, l'hélium, qui commence à être connu dans le Soleil. On commençait à comprendre de quoi il était composé. Toujours pareil, la spectrographie, la spectrale, les atomes, on commence à mesurer. Et puis voilà, donc là aussi, avec Rutherford, lui, c'est essentiellement la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Comment le Soleil fonctionne? Jusqu'à présent, on se disait, mais la chaleur, comment on avait tout un tas d'hypothèses. Eh bien, grâce à Rutherford, on a dit, mais la fusion nucléaire, ça pourrait peut-être bien marcher pour fonctionner une étoile. Et donc, effectivement, ça a été vérifié après, mais déjà, à cette époque, on commençait à avancer cette hypothèse. Tout ça a été conduit après avec un certain Henri Deslandres, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine. Aux États-Unis aussi, il se passait en même temps tout un tas de choses. Et particulièrement, pour revenir un peu en France, on a l'observatoire de Meudon. Meudon, on n'en parle pas souvent, mais Meudon a été un grand observatoire, a une grande connaissance de l'étude du Soleil. On a plus de 9 cycles qui ont été enregistrés, qui sont en mémoire. On a une base de données très importante avec l'observatoire de Meudon. Donc un haut lieu de l'astronomie en France, pour le Soleil. Voilà. Et puis donc, on va passer un petit rappel de notre étoile. Donc jusque-là, ça va, cette première partie? Un peu rapide, mais il fallait quand même marquer un petit peu le coup. D'où on vient, d'où la connaissance de notre étoile, comment qu'elle a évolué. Là, tout simplement, dans cette partie, je vais faire un rappel des connaissances d'aujourd'hui, mais des connaissances simples, de base, sur notre étoile. Ce dessin là-bas, qu'est-ce que ça vous fait penser? C'est un peu, c'est une spirale. Alors elle a un nom, cette spirale, quand même. C'est le champ magnétique du Soleil, qui est dessiné par un artiste, mais c'est la spirale de Parker. Parker, on y reviendra. Ce nom Parker, on en reviendra tout à la fin, parce que c'est un personnage important. Vous la reconnaissez? Qui c'est qui y était, là? Il y en a qui y étaient, là. Le 11 août 1999. Ça fait quand? Il fallait y être, là. Ah ben oui. Donc, notre étoile, ben la voilà dans toute sa splendeur, même si la Lune cache le Soleil. C'est des rares fois où on peut admirer la couronne solaire, bien sûr. Et puis cette partie rose, là, dans laquelle on reviendra, c'est cette partie rose qui intéresse aujourd'hui de plus en plus les scientifiques, la couronne, mais aussi ce qu'on appelle la chromosphère. Donc, notre étoile, la voici. Comment que ça marche, une étoile? Ça marche tout simplement avec ce principe-là. Entre autres, il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais la fameuse réaction proton-proton, on va prendre des atomes d'hélium, tout bête, tout simple, là-haut, on les fait fusionner. Il en ressort d'abord un positron. Qu'est-ce que c'est un positron? C'est un anti-électron, le positron. Des neutrons en bleu, les protons en rouge, voilà, et puis du rayonnement. Donc dans un premier temps, on va simplement éjecter des neutrinos. Alors le neutrino, lui, on est traversé par des milliards et des milliards de neutrinos à la seconde, il en pleut de partout, des neutrinos, ils n'ont pas de masse, quasiment pas de masse, donc ça ne leur pose pas de problème. Ils ont pu sortir du Soleil direct, ils partent de l'intérieur du Soleil sans s'arrêter, ça ne leur pose pas de problème, aux neutrinos. Peu d'interaction avec la matière. Cette fusion, elle s'obtient comment? Pourquoi il y a de la fusion dans le Soleil? Parce qu'on a une température très élevée et une pression importante. D'accord, il faut des conditions particulières. Pourquoi? Tout simplement parce que les atomes, l'intérieur des atomes se repousse. Ils n'ont pas du tout envie de se fusionner. On a la fameuse force nucléaire forte. D'accord? Donc cette force empêche les atomes, mais dans certaines conditions, et c'est ce qu'on voudrait bien arriver à faire sur Terre aussi, on y travaille, d'arriver à faire fusionner ce genre d'atomes. On va créer un neutron. Un neutron, on rajoute à nouveau un proton d'hydrogène, on refusionne. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que là, on a ce qu'on appelle un rayonnement gamma. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement gamma? Tout simplement des photons extrêmement énergétiques, extrêmement puissants, extrêmement violents,
ces fameux, c'est ce qui va créer justement la lumière, la chaleur et toute la réaction, donc toute l'énergie de notre Soleil, elle vient essentiellement de là. On obtient ce qu'on appelle un nouveau isotope, un nouveau truc, c'est de l'hélium. L'hélium, mais là c'est l'hélium 3, celle-là elle n'est pas bien stable. L'hélium 3, c'est un truc bâtard parce que ça ne vit pas longtemps. Mais il faut que ça refusionne. Donc à nouveau, dans certaines conditions, toujours pareil, on va refusionner, on va éjecter 2 protons d'hydrogène et on va arriver à notre hélium 4 qui lui crée effectivement la deuxième. Donc notre Soleil transforme de l'hydrogène en hélium. D'accord? On va y voir. Voilà un peu le... C'est bon? Principe tout simple du fonctionnement du Soleil. Mais il faut quand même savoir que les photons gamma, ils mettent 200 000 ans pour sortir du cœur du Soleil à sa surface. C'est incroyable, 200 000 ans pour sortir, hein, comme nous l'a bien expliqué notre ami Jean-Luc, dans les ateliers Soleil. Eh bien, ils mettent après simplement 8 minutes pour arriver chez nous. D'accord? 200 000 ans pour sortir du Soleil. Ils sont tellement bousculés, absorbés, réémis, et ainsi de suite, sans arrêt, qui fait que la réaction est très complète. Mais le Soleil est une très mauvaise machine. Le Soleil a un rendement très mauvais. Et oui, on a beau avoir ça, on dit tiens, le Soleil produit, ça marche, ouais, parce que ça veut bien marcher. C'est très rare les fusions à l'intérieur. Donc, si on veut arriver à refaire de la fusion sur la Terre, il faut un rendement qui soit bien meilleur. Hein. Dans nos futures centrales, espérez-le, la fusion d'une autre manière, il va falloir faire quelque chose de beaucoup plus performant qu'une étoile. D'accord? Alors, on en revient un petit peu à notre étoile. Vous avez tous vu, hein, c'est quelque chose d'assez bien connu aujourd'hui. Le noyau, qui va jusqu'à la zone bleue, ici, toute cette partie, c'est le noyau. Une zone de radiation, où effectivement toute cette énergie, ces millions de degrés vont arriver à diffuser. On va rayonner énormément dans toute cette zone. Et puis après, il va y avoir une zone de convection. C'est-à-dire que là, c'est la marmite, c'est-à-dire que ça part du plus chaud, ça remonte, on ressort l'énergie. Toute l'énergie va être renvoyée à la surface, et ainsi de suite. On a des boucles à l'intérieur, comme sur Terre, on a des zones de convection. Les zones à la surface, on a bien sûr ce que l'on voit avec nos yeux, avec les instruments dans le domaine du visible, c'est la photosphère qui est ici. Et c'est là où justement il se passe des petites choses. On va voir, nous, des endroits qui vont être plus froids. Les taches. La surface, c'est de l'ordre de 5700, 6000 degrés à cet endroit, mais où il y a ces taches, on verra pourquoi il y a des taches, eh bien, c'est plus froid. C'est pour ça qu'on les voit noirs. C'est un endroit où effectivement, là, il y a 1000, 1500 degrés de différence par rapport à la surface environnante. D'accord? Une autre zone qui est très importante, et justement qui fait aujourd'hui tout l'intérêt d'aller voir un peu plus près le Soleil, c'est la chromosphère. Cette chromosphère qui a des couches basses et des couches hautes. La couche haute, c'est la couronne, on l'a vu tout à l'heure, et la couche basse, eh bien, où il se passe pas mal de choses là-dedans. Il y a des éruptions, il y a des protubérances qui en sortent. Et puis, je l'ai rajouté, moi, il y a quand même des filaments. On en parle des moments dans le Soleil. Hein. On voit avec nos instruments des petites taches grises, des fils. C'est les filaments, les spicules. Alors ça, quand on regarde ça, eh bien, on se dit, c'est des choses assez particulières. Mais il faut savoir que ce mécanisme transforme 627 millions de tonnes d'hydrogène en 622 ou 623 millions de tonnes d'hélium par seconde. Par seconde, c'est des millions de tonnes qui sont transformées en permanence. Alors j'ai dit que ce n'était pas un grand rendement, mais la masse du Soleil est tellement importante que ça donne une grande énergie. Alors qu'est-ce qui se passe justement? On voit la différence, c'est 4,3 millions de tonnes qui sont de l'énergie pure, ces fameux rayonnements gamma, qui vont nous envoyer la lumière, de la chaleur et ainsi de suite. Le fonctionnement d'une étoile, c'est cette différence entre la transformation de l'hélium, de l'hydrogène en hélium. Voilà. Alors notre Soleil, c'est une étoile naine. C'est une naine jaune. Oh, ben, pourtant il est gros, mais si, il fait partie de la famille des naines jaunes. Ben oui, parce qu'il y a des étoiles beaucoup plus grosses. Il y en a des plus petites, mais en règle générale, notre Soleil ne fait pas partie des grosses étoiles. D'accord? Il est composé de 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, mais l'hydrogène, elle tient beaucoup de place. 92% du volume, c'est d'hydrogène. C'est seulement 8% pour l'hélium. Et le reste, il nous manque 1%, c'est des atomes lourds. Hein, on va avoir du carbone, un petit peu d'azote, un petit peu différentes choses, mais il y en a très peu dans le Soleil. Pour les spécialistes du diagramme Hertzsprung-Russell, notre Soleil est classé dans la gamme des G2V. Voilà, donc les étoiles
toutes les étoiles ont une classification dans un diagramme qu'on appelle Hertzsprung-Russell, suivant leur température de surface, suivant leur luminosité. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais c'est important de savoir qu'il y a une classification. Le Soleil, c'est un G2V. Voilà. Une surface de 5700, on l'a dit, 6000 degrés en général. Les fameuses spicules, eh bien, ce sont des jets de plasma. Parce que là, on est vraiment dans la physique des plasmas, c'est-à-dire qu'à une certaine température, dans certaines conditions, ces gaz sont ionisés. Ces gaz ionisés, ils ont perdu leurs électrons. Les atomes, ils perdent leurs électrons. Et on a un gaz tout à fait diffus qui est chaud, mais qui est bien particulier. Eh bien, ces spicules vont faire des flammes sporadiques, assez instantanées, assez rapides, mais c'est des choses qui montent quand même à 10 000 km d'altitude, hein, c'est pas rien, et elles ont des vitesses importantes, par de la chromosphère, et ces spicules sont bien connues aujourd'hui, un peu plus importantes, parce que c'est elles, entre autres, qui pourraient être responsables de la température que l'on va retrouver au niveau de la couronne solaire. On n'a pas parlé, 5000, 7000 degrés, mais notre couronne solaire, elle, monte à plus d'1 million de degrés. On retrouve des températures dans un gaz extrêmement ténu, bien sûr, mais à des températures très élevées. Il faut savoir que ces spicules ont été observées et détectées déjà en 1877 par un endroit particulier, dans un observatoire qui est l'observatoire du Vatican. Ah oui, on parle des papes en ce moment, hein, à la télé, des papes, mais au Vatican, à Castelnau d'Angolfo, eh bien, il y a un observatoire important qui a déjà observé, qui a déjà recensé effectivement ce phénomène des spicules. Voilà, les filaments. Eh bien, c'est tout simplement du plasma plus dense, à des endroits plus denses, dans la chromosphère. Dans la chromosphère, on va avoir des endroits où la densité de matière va être un peu plus importante, et donc un peu plus chaude. Eh bien, nous, on va retrouver dans nos photos, dans nos trucs, des grandes traînées, des filaments. On va retrouver des choses, des dessins, vous en verrez plus tard, qu'on va retrouver sur le Soleil. Et puis après, donc, pour ressortir de cette image importante, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre ici, c'est qu'on a tout à fait plus loin ce qu'on appelle l'héliosphère. L'héliosphère, c'est un petit peu le vent solaire, mais d'une manière particulière, puisque ça va commencer à 20 rayons solaires, et ça va aller jusqu'aux confins du système solaire. Et on en a parlé aussi dernièrement, de cette fameuse influence donc, du rayonnement solaire dans son lointain, puisque la sonde Voyager 2 a traversé cette zone. On a eu une onde de choc à un endroit, on a vu des phénomènes particuliers qui ont été enregistrés, on en a parlé déjà d'autres fois, donc de ce qui s'est passé pour Voyager 2, on ne savait pas trop sa vitesse, ça a perturbé des choses, parce qu'elle franchissait la zone d'influence du Soleil dans ce fameux vent solaire qu'on appelle entre autres l'héliosphère. On est dans une théorie là qu'on appelle les ondes magnéto-hydrodynamiques. Magnéto-hydrodynamiques. Il y a des noms qui sont rallonges dans l'astronomie. D'accord, voilà, on est dans ces théories-là. Bien, ça va? Allez, un petit rappel tout simple aussi, justement, pour bien se focaliser. La densité, on est quand même à 135 grammes par centimètre cube. Centimètre cube, c'est pas bien gros. 135 grammes, c'est pas énorme. Mais vu qu'on a une température très élevée de 15 millions de degrés, eh bien là, on a de la fusion. D'accord? Et puis bien sûr, cette température, au mesure qu'on s'éloigne du centre, elle va diminuer. La densité va diminuer, elle arrive à 0, mais là, on est presque à 6000. Et puis, on retrouve évidemment les dimensions. Hein, notre étoile, 690 000 km de rayon. Hein, voilà, bon. Enfin, on dit souvent, au grand public, on met 1 400 000 de diamètre. Hein, c'est à peu près ce qu'on dit pour la taille du Soleil. Ça fait quelque chose de pas mal, mais c'est une petite étoile quand même. Bon. Alors, on revient justement à ce phénomène des cycles solaires. Pourquoi de temps en temps il se produit ce genre de phénomène de taches solaires? Vous voyez notre planète qui est là, un petit peu, hein, peut être facilement engloutie dans une tache, d'accord, toute petite. Eh bien, on va partir d'un soleil à un moment où il est calme. Un soleil où il n'y a pas de taches, quasiment pas de taches, où il ne se passe pas grand-chose. Le pôle nord, le pôle sud, le champ magnétique est assez régulier, mais on a quelque chose de particulier sur le soleil, c'est que c'est une boule de gaz. Eh bien, cette boule de gaz ne tourne pas tout à fait à la même vitesse suivant la latitude où on se trouve. L'équateur tourne plus vite, en 25 jours, alors que les zones un petit peu plus hautes, à mesure qu'on va monter, on va se retrouver au pôle à environ 35 jours. Là aussi, c'est pas d'une très grande précision, c'est malléable, c'est quelque chose c'est du gaz, il ne faut pas l'oublier. Et donc, de ce fait-là, on va avoir un phénomène d'entortillement des champs magnétiques et de la matière qui est avec, le plasma va suivre tout ce mouvement. On se retrouve donc dans un mouvement un peu perturbé,
qui va arriver un moment à faire comme une serpillière. Hop, on serre de plus en plus, et à certains endroits, eh bien, on va se retrouver avec des pôles nord et des pôles sud qui vont se superposer. Hein, on va avoir des endroits, et c'est justement dans ces zones-là qu'on va retrouver nos premières taches. Les groupes de taches vont se former au fur et à mesure qu'un cycle, c'est là qu'on va avoir des cycles solaires, du fait de cet entortillement. Hein, et au bout d'un certain temps, quand on aura le cycle complet qui sera passé, puis qu'il aura fait un autre tour dans l'autre sens, eh bien, on va avoir un cycle d'inversion carrément du pôle magnétique du Soleil tous les 22 ans, environ. Tous les 22 ans, le cycle solaire, le Soleil, son pôle sud et son pôle nord s'inversent. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, enfin un peu d'histoire, un peu d'histoire des cycles, et vous retrouvez effectivement ce fameux nom de notre chère dame Moder, qui a effectivement joué un rôle dans cette activité. Et bien tout simplement, entre les années 1600 dont on a parlé avant, où on a quelques observations qui ont été faites par Galilée, comme tous les personnages qu'on a vus avant, eh bien il y a eu une personne où effectivement, eh bien il n'y avait pas de taches, ou quasiment pas. D'accord, voilà. Et puis alors après, par contre, bon, des pics de plus en plus importants qui sont arrivés au fil du temps. On retrouve un cycle moyen de 11 ans,2, moyen, mais là aussi il y a des cycles longs et des cycles plus courts. Il faut faire attention. D'ailleurs, à propos, j'avais lu que la variation de la durée des cycles, elle vient de la position entre la partie radiation et la partie convection. Cette zone de transition entre convection et radiation change. Vous voyez, elle peut être plus importante ou moins importante. Eh bien, on a des cycles courts quand la radiation, quand la différence est haute, et quand on a, vous voyez, là, il y a une liaison directe, justement, entre les cycles longs et courts, du fait de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Bon, c'est intéressant à savoir. On est arrivé donc là, ici, en 2020, maintenant on continue, hein, d'accord? Le nombre de tâches qui est bien mesuré. On a eu une période un petit peu plus calme aussi, qu'on appelle Dalton, mais qui a été beaucoup moins marquée que celle de Moder. On voit que là, ici, c'est des observations qui ont été sporadiques, hein, effectivement, moins. Alors que là, on peut dire que toute cette période a été bien référencée, puisque aujourd'hui, on en est au cycle 25, et qu'il date effectivement les débuts 1750, 60, voilà, c'est là vraiment les débuts des mesures précises du Soleil. Ah, et voilà les fameuses ailes de papillon, quand même, puisque j'en parle. Donc voilà l'équateur du Soleil, pôle nord, pôle sud. Et on voit bien que ça ne démarre pas tout à fait rond, mais à peu près dans ces latitudes du Soleil, de chaque côté. Marrant, c'est bien symétrique, en général, c'est symétrique. Et au fur et à mesure du temps, à mesure qu'on va pointer la position des groupes de tâches, parce qu'on va parler maintenant plutôt de groupes de tâches, elles sont numérotées par groupe de tâches, eh bien, on va avoir des zones de très grande densité de tâches, ici, un peu moins là, et puis très peu, finalement, pas tant que ça sur l'équateur lui-même, mais on a ce dessin qui se forme au fil du temps. Donc ça, c'est joli. Et c'est significatif de toute cette activité. Alors, les ailes de papillon, voilà. La vie du Soleil, hein, on va quand même savoir où est-ce qu'il en est, hein, c'est important pour nous quand même. Hein. Est-ce que demain il y sera toujours? Ça dépend de quel demain on parle, mais en milliards d'années, vous voyez ce que ça donne. Un petit peu, hein, il est né dans une nébuleuse là-bas. Alors, vous inquiétez pas, il n'est pas ovale, hein, c'est pas ovale comme ça, c'est moi qui ai un peu traficoté, j'ai un peu aplati, parce que ça rentrait pas, ça faisait trop plat, c'était pas joli. Pour ceux qui sont tout au fond, je pense que c'est mieux. Hein. Donc le Soleil est un peu ovale, c'est pas grave. Au fil du temps, eh bien, dans les 8-9 milliards d'années, ben là, il va commencer un petit peu à gonfler. Il aura fini de manger. Pourquoi il gonfle? Ben parce qu'il aura fini de manger tout son hydrogène. Son hydrogène va s'épuiser, il va carburer à l'hélium, après il va fusionner d'hélium, l'hélium va se transformer en carbone et ainsi de suite. Hein. C'est comme ça que ça marche les étoiles. On a une cascade, mais après ça s'accélère. Hein. Ça s'accélère beaucoup plus vite. Sur les derniers temps de sa vie, là, il va vraiment consommer tous les isotopes, enfin, tout ce qui existe en atomes. Géante rouge, à un moment donné, il va gonfler, hein, il va englober Mercure, Vénus, Mars, la Terre, hein, voilà, ça va tellement grandir. Il va faire pas une supernova, ni une nova, hein, il va faire un petit flash, là, il va vraiment éjecter toute sa matière extérieure, mais l'intérieur du Soleil, toute la partie noyau, tout ça, va s'effondrer sur lui-même, et petit à petit devenir ce qu'on appelle une naine blanche. Une étoile petite, mais dense, très dense, qui va effectivement, elle, vivre des milliards et des milliards d'années. Voilà. Où il est? Où est-il? Ben voilà, hein, bras d'Orion, il n'est pas n'importe où quand même. Ben c'est normal, hein, dans le bras d'Orion. Et oui, voilà. Donc le bras d'Orion qui vient d'un découpage. Alors, il y a beaucoup de discussions sur cette représentation de notre galaxie, bien sûr, vous avez reconnu la Voie lactée.
Mais nous, on ne la voit pas comme ça, évidemment, on la voit par la tranche, hein, cette bande blanche, cette bande laiteuse que nous voyons dans le ciel, sans pollution lumineuse, évidemment, hein. Vous avez compris de quoi je veux parler. Voilà, donc voilà sa position. Il n'est pas gros comme ça, hein. Attention, le soleil, là, à cette échelle-là, on ne le verrait pas. Il serait dans les brouillards, là, dans les nuages, hein. Il est trop petit, pas assez lumineux. Vu de là, on ne le verrait pas, le soleil, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas s'y tromper, hein. Ce n'est pas cette tâche qu'on a simulée ici. Eh bien, voilà. Ça va? Voilà, c'était un petit rappel rapide, mais qui me paraissait quand même assez nécessaire dans le temps de... Qu'est-ce qu'il dit, le temps, d'ailleurs? Bon, c'est bien, ça va. Allez, on continue avec les instruments qui ont permis et qui permettent aujourd'hui de suivre toujours cette activité. L'activité du soleil, c'est quand même très important. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu, mais 2-3 endroits importants. L'Observatoire de Paris, qui est dans Paris, lui, par contre, hein, c'est pas Meudon, hein, on est dans Paris, là, qui a beaucoup contribué justement à travailler sur l'étude du soleil en spectro-héliographie. On a travaillé sur la météo de l'espace. On a travaillé sur justement les températures qu'on retrouvait sur la chromosphère. On parle de 8000 Kelvin. Et là, Meudon a plus de 110 ans, Meudon, enfin ces observatoires, plus de 110 ans d'expérience sur l'étude du soleil. Donc il y a des bases de données là aussi très importantes. Et ces sites ont carrément une réputation mondiale sur justement l'observation du soleil. Donc on ne le sait pas trop, on parle d'astronomie à Meudon et tout, mais c'est vraiment des hauts lieux de l'observation solaire. Voilà un petit peu donc justement ces spectrographes à l'intérieur, donc à l'extérieur, voilà un petit peu comment on capte l'image par des jeux de miroirs. On renvoie ça dans une salle de contrôle, une salle scientifique, un laboratoire je devrais dire, avec tout un tas de renvois d'images et tout, avec des filtres, avec évidemment on ne regarde pas le soleil direct comme ça, c'est pas une image qu'on va, mais on va simplement la découper, l'étudier, la fractionner dans des longueurs d'onde particulières, et on va petit à petit en sortir les raies spectrales. On va utiliser donc tout un tas de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui se passe actuellement encore à Meudon. Meudon, c'est un endroit pédagogique, on peut le visiter, on peut y aller voir, on peut s'inscrire. Je crois qu'il est en travaux actuellement, hein, si j'ai bien souvenir, j'ai dû lire quelque chose, il y a quelques travaux qui sont en train de se faire, mais enfin d'une manière générale, vous voyez un petit peu, on a de la pédagogie, il doit y avoir des écoles qui doivent y aller, il doit y avoir tout un tas de choses intéressantes à aller voir là. Voilà. Alors j'ai mis cette image, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une photo, enfin c'est une affiche de l'ESIA. L'ESIA, qu'est-ce que c'est? C'est le laboratoire d'études spatiales et d'instruments en astrophysique. Et dont ils ont une partie, une branche qui s'appelle l'INSU, INSU, qui est la partie d'études du Soleil. Sciences, Univers, Nation, Observatoire de Paris, et qui englobe avec ça l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est sur le plateau de Calerme. Je ne sais pas si vous connaissez Calerme, dans l'arrière-pays niçois. Quand on monte vraiment sur des plateaux au-dessus, on a un lieu très intéressant aussi sur l'étude du Soleil. Le plateau de Calerme. Alors donc, oui, voilà donc ce qu'on peut en dire à cet endroit. Nançay aussi, on en parlera à la fin, mais Nançay aussi s'occupe beaucoup de l'observation du Soleil dans le domaine de la radio. Mais je vous le présenterai un peu plus loin. Donc Paris, Meudon, Calerme, Nançay, et après on va aller peut-être bien voir ce qui se passe un peu plus loin. On ne va pas rester en France. Déjà nos amis belges. Et oui, l'Observatoire Royal de Belgique, qui s'occupe particulièrement, eux, de météorologie spatiale. Donc là, on a vraiment des choses intéressantes. Ils étudient beaucoup le couple Terre-Soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la Terre et le Soleil? C'est vraiment un endroit très particulier. Ils sont situés sur le plateau de Uccle. Uccle, bon, c'est difficile, je ne sais pas comment ils prononcent les Belges. Jean-Michel, ça dit quelque chose apparemment. Donc l'ORB, l'Observatoire Royal de Belgique, qui est tenu par une scientifique qui est assez connue, qui a écrit des livres d'ailleurs que je peux vous recommander, c'est Viviane Pierrard. Viviane Pierrard qui a écrit un livre qui s'appelle L'environnement spatial de la Terre. Je peux vous le recommander, c'est un livre écrit par ceux qui viennent justement de ces laboratoires en Belgique. Et puis bien sûr, on ne peut pas passer à côté des Espagnols avec l'île des Canaries à Tenerife. Et là où effectivement on a... Alors il y a 6 instruments dédiés à l'observation du Soleil.
6 instruments très pointus qui travaillent depuis assez longtemps. On a vraiment des campagnes d'observation très importantes, avec des télescopes comme le Grigor, là ici le fameux Grigor d'1,50 m de diamètre, avec à l'intérieur de ces coupoles des tubes à vide, c'est-à-dire qu'on renvoie l'image à travers un tube sous vide, pour ne pas perdre de la lumière, pour ne pas perdre la qualité, pour la turbulence. On va descendre vraiment sous terre, et on a des laboratoires sous terre là qui analysent le Soleil. On a Thémis, la tour Thémis, on a la tour VTT, on a vraiment des très gros instruments qui, eh bien là, on va vraiment rentrer dans le détail. On a énormément de choses qui nous sont venues de ces instruments. On les retrouve d'ailleurs en direct, je vous le ferai voir à la fin. Leur travail, on peut y voir l'image qui est faite ici à Tenerife, vous la retrouvez gratuitement sur des sites internet. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y en a plusieurs, il y en a 6-7 dans le monde, des observatoires de cette taille. Le Tololo au Chili, on a Hawaï, on a plusieurs endroits sur Terre. Là, celui-là, on est à côté du pic de Tête, là, 3620 mètres. Donc dans une île assez particulièrement, bah oui, un volcan là, récent. Ça se visite, hein, ça se visite, ça aussi c'est très intéressant. Mais voilà, on va voir des hauts lieux. Et puis, bien sûr, il ne s'arrête pas là, toujours l'avenir, ben, le futur. Un petit peu les personnages dedans. On aurait un télescope de 4 mètres dédié au Soleil. Dans les années, il est prévu pour les premières images en 2027. Ça sera peut-être décalé, on ne sait pas. L'EST, donc le futur télescope solaire européen, là c'est l'Europe qui est en cours de construction. Compte sur étudier le Soleil, la résolution spatiale, une résolution extrêmement importante. Et là aussi, le couplage des champs magnétiques avec l'atmosphère terrestre. Les champs magnétiques et les couplages qu'on peut avoir entre, toujours pareil, les vents solaires, tout ça. Donc une étude qui va se développer encore plus. Vous voyez, il n'y a pas de coupole. Ça c'est curieux, pas de coupole, on travaille de jour, hein, bien sûr. L'intérêt à Canaries, c'est qu'à Tenerife, eh bien, c'est qu'on a beaucoup de soleil. Même quand il y a des nuages, ils restent en bas. Et au contraire, ces nuages en bas bloquent les pollutions lumineuses, bloquent aussi les poussières. On a vraiment un ciel très pur. À partir, on est à 2500 mètres, hein, sur ce plateau, là-haut. Et donc, un lieu extrêmement favorable à l'observation du soleil. Vous voyez un petit peu le projet, c'est pas rien. Hein. Une grosse machine. EST 2027, couplage magnétique, et ainsi de suite. Voilà. Et puis on revient à Nancy. Nancy, qui a bien développé. À Nancy, on avait des grandes grilles. On avait des grands, vous savez, je sais pas, vous avez les images de Nancy où on a les grandes grilles d'observation. Maintenant, on a ces antennes. Ces antennes en bas, ben, elles sont au nombre de 47 antennes. En forme de T. On a une barre, là, mais on a un grand T. C'est une forme de T. On a 200 images radio par seconde. Avec celle là-bas. Hein, 200 images radio par seconde. Et avec ça, là, donc ça fait 9 mètres de haut, ça. 9 mètres de haut, c'est sur un terrain qui fait 7000 mètres carrés. On a ces antennes coniques qui aussi captent le soleil. Alors en radio, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, on écoute le soleil, oui. Le soleil chante, le soleil fait du bruit. Et avec ça, l'intérêt, justement, avec les ondes radio que nous émet le soleil, on va utiliser ça pour surtout étudier l'intérieur du soleil, ce qu'on appelle la sismographie du soleil. C'est-à-dire qu'on va utiliser les ondes sismiques, les mouvements internes du soleil, grâce à la radio. Donc, quelque chose de très particulier, toujours utilisé. On va utiliser aussi, effectivement, les électrons énergétiques dans la couronne solaire sont étudiés avec ça. Vous voyez, sismologie, c'est bien ce que je viens de dire. Il y a un autre endroit où il y a ça dans le monde, c'est en Chine. En Chine, on a un grand cercle de 313 antennes de ce type-là, qui sont aussi en forme de cercle, qui étudient aussi le soleil. Ça marche? Allez. Et là, on attaque le gros morceau. Jusqu'à présent, c'était gentil, hein? Là, c'est vraiment le gros morceau, là. Ça va? Ça tient le coup? Bon, dans les temps? Ouais, c'est bien. Les sondes spatiales. Ben oui, parce que depuis la Terre, on est quand même un peu gêné. Hein. Il y a l'atmosphère, il y a des ondes, on a de la perturbation du bruit. On ne s'en rend pas compte, mais notre vie moderne, hein, les appareils électroniques, tout ça, on émet énormément d'ondes, on émet énormément de champs magnétiques et de choses comme ça. On est perturbé. Donc pour être un peu plus tranquille, et pour d'autres raisons aussi bien sûr, hein, aujourd'hui on est allé envoyer donc des objets dans l'espace. Alors on en a envoyé quand même pas mal sur le Soleil, vous voyez. Il y en a 18 qui sont partis vers le Soleil. Hein, on retrouve un petit peu les différentes dernières sondes jusqu'en 2020, on n'a peut-être pas tout à fait les dernières, mais si, encore que là je crois qu'il doit y avoir les 2 dernières. C'est pas mal, déjà 18 sondes.
des sondes, il y en a eu pas mal. Avant celle-ci, on a eu quand même toutes les pionniers. Les pionniers 5, 6, 7, 8, 9, qui ont fait des recherches sur le Soleil aussi, qui ont déjà travaillé entre les années 1960 et 1980, avec l'étude du jour du vent solaire, des champs magnétiques. Ça, c'est des sondes qui ont été envoyées pionniers par la NASA. On a eu Ulysse aussi, Ulysse, où il y avait l'Europe et la NASA. On a envoyé, on a essayé d'étudier un peu les pôles solaires. Mais on n'y est pas trop arrivé. Les pôles solaires, justement, c'est un problème parce que, vous voyez un petit peu le Soleil, on a le plan de l'écliptique, où tournent toutes les planètes autour du Soleil. Quand on envoie une sonde, elle va se promener à l'intérieur dans le même sens, mais pour qu'elle puisse changer d'orbite ou changer de position, c'est pas facile. Donc on verra après que, oui, on y arrive aujourd'hui. Mais, pas facile à étudier les pôles. Et voilà, les premières sondes vraiment qui ont marqué un petit peu le temps, on est en 94 avec WIND, on est tout de suite après avec Polar, qui ont eu les mêmes caractéristiques, c'est un peu les frères jumeaux, ça. Interaction entre le vent solaire et les champs magnétiques de la Terre, 1980, rotation sur un axe elliptique. On est toujours, alors ces sondes, qui est assez marrant, on va parler d'un endroit particulier, c'est le point L1. L1, ça veut dire quoi? Ça veut dire un point de Lagrange. Lagrange, c'est un endroit dans l'espace qui est stable, plus ou moins stable. C'est un endroit où on va envoyer des sondes et on n'aura pas besoin de beaucoup d'énergie pour les maintenir à cet endroit. Le L1, il est justement en équilibre entre la force gravitationnelle du Soleil et de la Terre. Il est en direction du Soleil, bien orienté, mais ce point est en équilibre, ça permet effectivement de moins consommer d'énergie. Et on a placé pas mal d'objets à cet endroit-là. Pas que pour le Soleil, mais aussi, voilà. C'est des sondes quand même qui font 1 tonne 2, c'est quand même des objets quand même assez importants, qui ont bien travaillé, qui ont fait leur petit boulot. Voilà, c'est le début un petit peu de l'aventure spatiale, vraiment, sur le Soleil. Voilà, la sonde qui a vraiment marqué l'histoire, et qui marque toujours l'histoire de l'étude du Soleil, c'est SOHO. C'est une référence mondiale. On va sur le site de SOHO, on va chercher des images, on va chercher des explications. SOHO a vraiment fait évoluer énormément la connaissance du Soleil. Il a été envoyé en 1995, on a prévu sa fin en 2025, mais elle a déjà été reportée plusieurs fois, donc sa campagne n'est pas finie. Lui aussi, bien sûr, il est dans la zone de L1. C'est un observatoire solaire héliosphérique, donc héliosphérique qui tourne avec le sphère, avec le Soleil. SOHO, c'est ce que ça veut dire, Solar and Heliospheric Observatory. Je ne parle pas trop bien anglais, mais bon, voilà. Observatoire solaire. Alors, cette fameuse zone est là, où c'est qu'elle est? On est à peu près à 1 500 000 km de la Terre, quand même. SOHO, il comporte 12 instruments. Donc on a à l'intérieur de cet appareil 12 instruments qui vont quand même être dédiés à l'observation du Soleil. Mais à côté de ça, SOHO a pu détecter énormément d'autres choses, et entre autres des comètes. On lui doit plus de 4000 comètes. Et oui, 4000 comètes qui ont été photographiées et vues par la sonde SOHO. Ben oui, parce que les comètes viennent de loin dans l'espace, mais elles sont attirées elles aussi par le Soleil. Et comme elles ne tournent pas assez vite, elles repartent, et voilà, donc elles reviennent régulièrement se brûler les ailes, c'est le cas de le dire, auprès du Soleil. Donc on a une comète, là, entre autres, qui a été photographiée, qui a été prise dans les faisceaux des instruments de... Alors le Soleil, là, il est caché. Le Soleil, on y met souvent ce qu'on appelle un coronographe. Qu'est-ce que c'est un coronographe? C'est tout le temps une petite lentille, comme la Lune. On essaye de faire une Lune artificielle pour cacher toute la partie la plus brillante du Soleil et voir ce qui se passe autour. Et donc là, on a effectivement ces grandes quantités. Alors ça, c'est important, vous voyez un petit peu. Ce sont tout simplement des éjections de matière coronale. On va en reparler de ça. Ces éjections de matière coronale, qu'on aimerait mieux comprendre et qu'on aime surtout qu'on se méfie, on aimerait bien être prévenu à l'avance quand justement il y a ce phénomène. Surtout quand il vient en direction de notre planète. Alors voilà un petit peu, les instruments de SOHO, eh bien, ils ont servi à plein de choses. On a surtout découvert, grâce à SOHO, que le cœur du Soleil, l'intérieur du Soleil, le noyau, tourne beaucoup plus vite que le reste, puisqu'il tourne en 1 semaine. Vous vous rendez compte, on tourne 4 fois plus vite à l'intérieur du Soleil qu'à l'extérieur. Donc, on a un effet dynamo. C'est une vraie machine qui produit un champ magnétique phénoménal, qu'on a vu, la fameuse spirale de Parker. Ça a été découvert grâce à SOHO. On a fait aussi des mesures d'héliosismologie, on a fait de l'astrophysique avec, on a étudié la matière, on a étudié les vibrations du Soleil avec SOHO, les vents solaires, le fameux instrument Summer a travaillé beaucoup là-dessus, les températures, la couronne solaire justement, les vents solaires plus rapides, on a travaillé sur l'instabilité temporelle. Alors voilà aussi un phénomène particulier, c'est que notre étoile, comme je le fais voir quand elle est dans les périodes calmes,
quand on n'a pas de tâche, quand on dit tiens, il est tranquille, le soleil, on craint rien. Eh bien, c'est effectivement dans ces moments-là que le soleil a des soubresauts. Il y a des moments où, pouf, il va avoir un phénomène particulier, et c'est là qu'on ne s'y attend pas, et ça devient peut-être plus embêtant. Donc, Soho a effectivement découvert qu'il y avait certaines instabilités qui se mettaient en évidence dans un soleil calme. On pourrait en parler beaucoup de Soho. Il a fait énormément de choses pour l'astronomie solaire. Et surtout, il continue. Alors, quelques petits cas particuliers, toujours au point LE, en 97, on a cherché donc une étude particulière avec ACE, c'est les orages magnétiques. On est vraiment ciblé sur les orages magnétiques. Ça, c'est une petite anecdote. Les fameuses sondes clusters, il y en a 4. Les clusters, on en a envoyé 4, et donc là, l'intérêt, c'est d'avoir un petit peu des images tridimensionnelles, un petit peu une photo en 3D, en 4D, enfin voilà, d'arriver à avoir un petit peu, justement, avec ça, on a pu mesurer la répartition des particules dans la couronne solaire. On a pu déjà, effectivement, travailler sur les alertes, ce qu'on appelle les CME, éjections de masse coronale. J'en ai parlé tout à l'heure, cette fameuse éjection de masse coronale, ces sondes ont vraiment aussi travaillé là-dessus. Et bien, normalement, alors les sondes cluster, elles étaient prévues pour finir maintenant, en 2022. 2022, bon, on ne sait pas trop comment ça va, mais dans le spatial, on prolonge. Hein. On a l'habitude, une sonde, elle est prévue pour un temps, puis bon, finalement, elle dure plus longtemps. Allez, hop. Stéréo A et B. Alors stéréo B, c'est pareil, c'est le même principe, des images en stéréo. Étude du plasma, les fluctuations du plasma, donc un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de la couronne solaire particulièrement. Et justement, le truc assez curieux, c'est que grâce à stéréo 1, entre autres A, pardon, un des deux là, on a pu obtenir cette image. Alors ça, c'est assez particulier. C'est effectivement les fluctuations à l'intérieur de la couronne solaire, du champ magnétique, des plasmas, des températures. On a un diagramme ici, vous voyez un petit peu en rayon X. Hein. Là, on est en mesure des rayons X. Mais pour obtenir ça, il a fallu énormément y travailler. Ils ont dû éliminer énormément de parasites. Hein. Les chercheurs donc, ont neutralisé les bruits provenant de l'espace et des instruments, souvent, c'est qui produisent des parasites. Et là, on a vraiment quelque chose d'important. Et on s'est rendu compte, surtout, qu'au bout d'une certaine distance, environ 10 rayons autour du Soleil, c'est-à-dire environ à 7 millions de kilomètres, les propriétés du vent solaire changent. Donc on a des propriétés assez brusquement qui viennent changer comme ça, et qui retrouvent une position normale plus loin. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il se passe quelque chose de tout à fait particulier, et d'où l'intérêt après, effectivement, d'aller aujourd'hui voir de plus près. Hein? Changement brusque donc des vents solaires à cette distance qui ont été mesurés à ce niveau. La physique des particules, hein, qui est un peu particulière. Voilà, ce mystère sera élucidé par la sonde Parker, entre autres. C'est pour ça, voilà un petit peu. Donc, d'où l'intérêt d'aller plus loin. Un petit SDO, ouais, qu'est-ce qu'il a fait SDO lui? Eh ben, Solar Dynamic Observatory, il a travaillé sur quoi lui? Sur les trous coronaux particulièrement, les bulles de plasma qui font 1 million de degrés hein, dans la couronne justement, et qu'il y a des éjections de masse coronale. Voilà, toujours pareil. Et oui, parce que cette manière des bulles, elles montent à des vitesses formidables, elles montent à 1000 km/s. 1000 km/s, et donc on a des éjections extrêmement puissantes à l'intérieur de la couronne qui peuvent se déplacer. Donc un endroit aussi, elle a un petit peu cette sonde, elle a commencé à préparer justement l'envoi des sondes qui sont aujourd'hui lancées vers le Soleil. Donc là on change de la position L1, on change vraiment de dimension, et grâce aujourd'hui à ces nouvelles sondes qui s'approchent de plus en plus du Soleil, eh bien un petit peu ce qu'on va voir. Là je vous présente par contre ces fameux trous coronaux dans une certaine longueur d'onde, ici vous voyez, en rayon X ou en je ne sais plus si on est en rayon X ou en machin, eh bien on va vraiment mettre le soleil, ça on ne peut pas le voir avec nos instruments, il faut vraiment du matériel très particulier. Mais vous voyez, à certains moments, on a ces grandes taches, ces grandes zones noires dans ce rayonnement, hein. Ce n'est pas des taches solaires, c'est dans la chromosphère. En temps calme, ces zones-là sont particulièrement au niveau des pôles. Hein, on a vraiment des trous coronaux au niveau des pôles en période calme, mais en période active, comme maintenant, on va en retrouver un petit peu partout, et par moment. D'accord? Donc c'est un endroit très particulier. Là voilà, notre fameuse Parker Solar Probe, ça fait partie d'une mission assez complète, hein, où il y a plusieurs sondes, au moins 2 déjà, et avec un programme très important. C'est une sonde qui a été envoyée vers le Soleil en 2018, qui a déjà commencé les orbites autour du Soleil,
On passe de plus en plus près du Soleil avec cette sonde. Bien sûr, un énorme bouclier thermique. Hein. On a une sonde qui fait 1 mètre, combien qui fait de large déjà, celle-ci-là? On a un truc qui fait 2,30 mètres de diamètre, hein, quand même. Épaisseur, le bouclier 11,5 cm. Elle a quand même coûté 1,5 milliard. Ouais, quand même des dollars. Donc ça va, des dollars, c'est bon. Si, ouais. Enfin, je sais pas pour combien de temps. 680 kilos. Hein, donc, bah oui, là, c'est vraiment un exploit technologique beaucoup plus important. On a, et là aussi, on a pas mal d'instruments. C'est une sonde qui est vraiment marquée. Donc, elle est déjà passée à 8 500 000 km en 2022, fin 2022. Elle a déjà fait plusieurs passages. Et là, on a déjà effectivement pu mesurer déjà cette fameuse zone. On a pu se rendre compte dans cette zone qui est la zone intermédiaire entre l'influence de la couronne solaire et l'extérieur. Après, il y a vraiment toute une zone particulière qui est très mal connue. Et cette sonde est déjà passée dans cet endroit et ça nous a donné ça. Non, ça c'est les instruments d'abord. Et oui, donc justement, on a toute cette panoplie sur les champs magnétiques, plasma, particules énergétiques. On va étudier la magnétosphère, on va étudier les vents solaires, on va étudier on est équipé bien sûr d'un coronographe pour aller cacher un petit peu la partie lumineuse, mais vraiment on débarque d'instruments. Mais il y a un instrument qu'ils n'ont pas prévu, c'est la détection des grains de poussière. C'est marrant. Et justement, ils ont été extrêmement surpris que ces fameux grains de poussière qui se sont échauffés très rapidement ont formé du plasma, et les instruments, ça crée des décharges électriques, et l'instrument Field, ces instruments-là, eh bien il a pu détecter effectivement des phénomènes particuliers. Il a dit mais c'est pas normal, donc on est dans une zone où il y a quand même du grain de poussière, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ça a été une des premières découvertes, des premières nouveautés qu'on a pu apprendre avec cette sonde Parker, c'est cette découverte qu'à un certain endroit, une certaine zone du Soleil, assez loin du Soleil, on avait déjà des poussières. Voilà, des nuages de poussière qui tourbillonnent. On est déjà, pourtant, à l'extérieur déjà de la couronne. C'est une zone, comme je vous l'ai dit, déjà assez mal explorée. Voilà, un petit peu l'orbite, comment ça se passe pour envoyer une sonde vers le Soleil. Eh bien, on va l'envoyer de là, on va faire des spirales, et on va se servir régulièrement de l'influence de Vénus. Vénus, dans l'orbite de Vénus, on va la calculer pour passer au plus près de Vénus, et ce qu'on appelle faire la fronde gravitationnelle, ou le freinage gravitationnel en l'occurrence, c'est-à-dire d'avoir une orbite de plus en plus petite, qui passe de plus en plus près du Soleil. Donc vous voyez, c'est tout un contrôle d'un jeu entre un lancement qui va aller loin, et petit à petit, grâce à une autre planète, de revenir à une orbite qu'on souhaite. Donc ça, c'est une mécanique bien connue aujourd'hui, de se servir de ce mouvement. Donc, progressivement, notre sonde va se rapprocher. Et justement, elle va survoler en 2023-2024, la sonde atteindra la distance seulement de 6,2 millions de kilomètres. C'est rien du tout. 6,2 millions de kilomètres du Soleil. Là, on va atteindre des très hautes températures, 1600, 1800 degrés, et des vitesses fantastiques. Imaginez l'attraction du Soleil, on va atteindre des vitesses de 7000 km/h. 700 000, c'est pas, c'est fou. 700 000 km/h. Hein. Donc c'est aujourd'hui, même déjà elle a battu le record à 580 000, je crois. Elle a battu le record de vitesse de toute sonde qu'on a pu envoyer dans l'espace. Hein, d'accord? C'est normal, on s'approche de l'objet le plus massif du système solaire, et ça va très vite. Donc c'est toute une technique. Là aussi, on va apprendre des choses. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais déjà, voilà. Les premières images, voilà, le rayonnement, on a un petit peu... Alors ça, je suis pas réussi, je suis pas assez bon. Moi, je voulais le mettre en vidéo. Je n'ai pas appelé les spécialistes assez tôt, mais bon. Si vous allez sur le site de Parker, hein, Orbite Sonde Parker, vous allez retrouver ce mouvement. Mais tout ça, ça bouge dans tous les sens. Et le truc marrant, c'est qu'à travers le début, l'influence, on est vraiment à l'extérieur, au début de la couronne solaire. On a déjà plein de vents de matière, de choses qui se passent, mais à travers, on a pu voir les planètes. Donc c'est assez marrant. Donc les premières images qui ont été envoyées, vous voyez, on est là en août 2021, on en a eu en fin 2022, et puis voilà. Là, ça va s'accélérer, on va avoir à nouveau des orbites 23-24 qui vont être encore plus proches, et qui vont effectivement nous apprendre beaucoup de choses sur le Soleil. Eugène Parker. Alors Eugène Parker, pourquoi je le cite quand même? Parce qu'il n'y a pas que le nom, mais c'est un personnage quand même assez remarquable, puisque il a développé dans les années 50
des théories justement du vent solaire. Et c'est lui qui a prédit effectivement la forme spiralée du champ magnétique du Soleil. Hein, cette première qu'on a vue au début de cette chose, ce truc artificiel, eh bien, elle porte son nom, la spirale de Parker. Ça vient de ce personnage qui malheureusement eh bien, est décédé le 14 mars 2022, à l'âge de 94 ans. Mais ça a quand même été le seul personnage auquel on a donné le nom à une sonde de son vivant. Ah ouais, ça c'est pas courant. Hein, donc ça fait penser au boson de Higgs, hein, qu'on a donné le nom de la théorie de Higgs, et puis on a découvert sa particule avant qu'il décède. Là c'est un peu la même chose. Hein. Ce personnage a quand même eu l'honneur d'avoir le nom de sa sonde de son vivant. Et oui. Oui, ça a été controversé. Sa théorie a été quand même pas mal bousculée. Hein. Cette théorie de spiralée du vent solaire, ça paraissait pas probable. Au début, il était très contesté. Mais grâce à la sonde Mariner 2, la sonde Mariner, on remonte dans les années 60, là, eh bien, elle a pu confirmer effectivement ceci. On a pu mesurer cette forme spirale du vent solaire grâce à cette sonde, vous voyez, alors que Eugène Parker l'avait bien prévu. Voilà, voilà. On continue toujours dans les sondes. Eh bien oui, ça c'est la plus récente. Et puis on va faire un peu cocorico, enfin entre autres, parce que là on est vraiment dans un projet européen. C'est l'ESA avec une participation de la NASA, mais surtout européen, d'envoyer une sonde justement d'une façon très particulière. Cette sonde elle est bardée d'instruments, c'est la dernière technologie qu'on a pu embarquer. Et là, on va avoir les premières images des régions polaires. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va voir qu'elle tourne d'une manière particulière. Donc là, la mission est très importante, évidemment. Connexion, toujours pareil, connexion des relations Terre-Soleil. Les phénomènes de météorologie spatiale, là aussi, on va approfondir un petit peu tout ce qu'on connaît grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure aux instruments terrestres. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on envoie des sondes que les instruments terrestres ne présentent plus d'intérêt. Il y a des choses que l'on fait avec les sondes, elles sont très spécialisées, et ce qu'on fait sur Terre, c'est autre chose. Vous voyez, donc l'un est complémentaire à l'autre. Il ne faut pas dire, tiens, on envoie des sondes et puis on n'a plus besoin de ce qui se fait. Vous avez vu qu'on développe des nouveaux télescopes sur Terre, même solaires. Ça veut dire qu'on a une complémentarité de la science dans tous les domaines de l'observation. Voilà, une fois dans l'espace, c'est bien toujours pareil. Cette sonde, elle va utiliser, pareil, la force de Vénus, mais d'une manière particulière, parce que progressivement, cette sonde, elle vient s'incliner sur le plan de l'écliptique, hein, le plan du système solaire, toutes les planètes autour. Progressivement, elle va basculer. Elle est actuellement à 9 degrés. Et déjà à 9 degrés, on a déjà des belles surprises, on a déjà des belles images. Donc, tout à fait par là, elle ne va pas aller si loin. Elle va s'arrêter à environ 13 fois, 40 millions de kilomètres. On va s'approcher petit à petit de l'orbite, on va à grosso modo être dans l'orbite de Mercure. Hein, peut-être un peu plus près à certains moments, mais beaucoup moins que Parker. Mais par contre, on embarque des instruments de mesure et surtout de photos, hein, d'une très grande précision sur les vues, des caméras extrêmement puissantes qui vont pouvoir nous ramener des photos fantastiques. Donc là aussi, à suivre. On en a déjà, mais voilà, résolution sans précédent. 70 km par pixel. 70 km pixels, c'est que dalle sur le Soleil. Hein. Donc là, on est vraiment dans du détail. Là, ça va être quelque chose d'assez fantastique. Ouais, voilà. Là, on sait en 2020, elle est prévue pour aller jusqu'en 2025. Elle va faire une vingtaine de tours du Soleil, mais bon, on ne sait jamais seulement quand ça va s'arrêter. Les orbites, voilà. Incliné, tout un peu. Oui, jusqu'en 2000, il parle de 2027, mais je pense que ouais, là aussi, les images du pôle solaire. Alors, hein, on les attend quand même, ces photos. Ah, voilà. Hein. Quand même, ça c'est impressionnant. Hein. Là, on a du détail. La Terre, là, c'est... Et ouais, là, on va voir. Alors, il faudra suivre. Hein. Ça, c'est les photos grand public, en plus. Je suppose que ce que les scientifiques doivent récupérer, ça doit être encore autre chose. Et puis, ben, il pleut du plasma, hein, pôle sud. Hein. Bon, il pleut, c'est une façon de parler, mais oui, on n'est pas sur Titan, hein, cher Adrien. Il pleut du méthane, tu m'as dit. C'est ça, donc, là, c'est du plasma, carrément. Hein, c'est plus chaud. Voilà. Alors, une autre découverte, une autre confirmation de découverte, on va dire, c'est un phénomène particulier, c'est ce phénomène de S. Vous voyez ici, là? Ça a une forme particulière. On a une éjection de matière, ça se passe aussi dans la chromosphère.
et dans la couronne, après dans le prolongement, mais on a un endroit, on l'avait déjà constaté, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et là, justement, la fameuse sonde Solar Orbiter a compris un petit peu plus le phénomène. Je l'explique très rapidement, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais quand même. On a des tâches, un petit peu. Au pied des tâches, autour des tâches, ou des groupes de tâches plus particulièrement, on a une éjection de matière. On a des champs magnétiques qui partent dans l'espace de manière puissante. Il y en a qui sont ouverts, comme là, celui-ci. Hop, il part dans l'espace, c'est un champ magnétique comme ça, qui font les bras, comme ça. Par contre, il y en a d'autres qui sont moins puissants, et qui font ce... Hein, on a une polarité qui se fait de chaque côté, on retombe. Et quand le pied, le départ de cette zone, eh bien, se retrouve, on va avoir un phénomène très particulier. On a des inversions, on a des champs magnétiques qui se mettent à faire n'importe quoi, et on va observer dans l'espace, effectivement, ce que nous avons vu tout à l'heure, cette forme de courbe des champs magnétiques qui ne savent plus où passer, qui traversent en S la chromosphère et même après la couronne. Donc voilà, le principe, il est un peu là. Hein, c'est ce qu'un petit peu a pu mesurer cette sonde. Ça va? Ils ne sont pas endormis? Encore. Oh, mais ça va. Dans les temps. On est dans les temps. Bien. Vous avez vu qu'on pourrait développer, qu'on pourrait en parler beaucoup plus de tout ça, mais le Soleil, lui tout seul, c'est une étoile, comme on l'a vu, et c'est d'une très grande complexité. Il s'y passe énormément de choses. Ça bouge en permanence. C'est très actif. C'est quelque chose de très dynamique, et c'est ce qui est intéressant, justement, dans le Soleil. C'est notre étoile, c'est la plus proche, hein, on ne l'a pas dit, mais 147 millions, 150 millions de kilomètres, c'est pas très loin. Et c'est là tout l'intérêt, puisqu'il va en découler effectivement des théories et des compréhensions un peu plus sur aussi les autres étoiles. Mais le Soleil, voilà. Le problème du Soleil, c'est qu'il est proche justement et que l'énergie du Soleil, eh bien, elle est variable. On a des perturbations, on a un Soleil dynamique qui pourrait avoir des conséquences, eh oui, importantes sur notre activité. On sait qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'événement de Carrington, entre autres, ou après, avec la technologie, avec le monde moderne que nous avons aujourd'hui, on aurait des sacrés problèmes. Imaginez simplement au niveau des satellites artificiels, ils sont obligés parfois de se cacher, de se mettre sur le dos. Si on ne le sait pas à l'avance, si on peut avoir des problèmes, si on arrête l'activité simplement des satellites sur la Terre, plus rien ne marche. On ne peut plus retirer des billets à la banque. On ne peut rien faire, le GPS, il n'y a plus rien qui fonctionne sans satellite aujourd'hui. C'est impressionnant, mais il faut le savoir. Donc, à partir de là, les lignes électriques, les courants électriques, les grandes lignes de haute tension pourraient être extrêmement impactées par l'activité du Soleil. Et donc, d'où l'intérêt de mieux le comprendre, de mieux détecter, de mieux prévoir et de mieux anticiper l'activité du Soleil. Alors, pourquoi on a tout ça? Vous allez me dire, mais bon, la Terre, elle est bien protégée, elle a un bouclier thermique, elle a magnétique, elle a plein de choses. Ben oui, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Notre Terre est inclinée, on a les vents solaires qui arrivent, on a heureusement les fameuses ceintures de Van Allen, on a tous ces champs, mais on voit bien que par les cornets, là, ces fameux pôles, on sait que eh bien, les rayonnements du Soleil traversent, et s'ils sont suffisamment puissants, eh bien, là, ce champ magnétique de la Terre, il va être écrasé de plus en plus, et comme la Terre tourne, vous imaginez la Terre tourne, ce champ magnétique, il est en permanence en train d'être déformé. Pour oublier, c'est pas fixe, ça, c'est en mouvement, hein, et avec une queue magnétique assez importante derrière. Donc on a un phénomène, suivant l'activité, suivant la pulsion de notre étoile, eh bien tout ça se déforme, change en permanence. Ça c'est très très important. Alors évidemment, hein, on commence à mieux connaître l'environnement de la Terre et les réactions qui se passent. Voilà, comme je l'ai dit, on pourrait avoir un blackout électrique, on pourrait avoir une interruption complètement des communications. Et bien sûr, on n'y pense pas, mais les hommes qui sont dans l'espace, là, les satellites, oui, pour eux aussi, c'est pas rien. De penser que il pourrait y avoir un phénomène très particulier, parce qu'on a beau avoir des protections et tout, c'est pas à 100%. Et puis, bien sûr, la grande question, elle est là. Quel est le rôle du Soleil par rapport à notre climat? Ah, il y a une chose que je ne vous ai pas fait voir, il faudrait que je remonte un petit peu en arrière, on y reviendra si on a un peu le temps. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait une trace noire, j'ai fait voir les différents cycles avec la période de moderne. Il y avait un trait noir. Eh bien, c'est les températures moyennes sur Terre. Et oui, températures moyennes sur Terre dépendent directement de l'activité du Soleil aussi. Mais sur des cycles plus longs. Quand on a une série de temps calmes, il ne faut pas qu'il y en ait qu'un, mais il faut qu'il y en ait une série, ça va baisser. Quand on a une série de cycles solaires importants, eh bien, effectivement, on va influencer sur Terre.
mais d'une manière beaucoup régulière et beaucoup moins directe et beaucoup moins... C'est pas la même chose que ce que nous envoyons dans l'espace, le phénomène du réchauffement climatique. Alors ça peut se conjuguer, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Quelles sont les choses qui sont en avant? Qu'est-ce que c'est qui influence nous? Notre ami Jean-Paul s'est bien expliqué dans ses conférences sur le climat. Voilà, le soleil influence effectivement aussi le climat de la Terre. Mais bien sûr, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Les choses ne sont pas que c'est pas la sinistrose hein, non plus. Bah oui, hein, ça, on a tous envie de le voir. Hein. Ah oui. Alors je propose, c'est l'occasion, il y a le trésorier, tiens, il y a le trésorier. Un voyage organisé, jet et tout, au pôle, hein, direct, d'accord? Bon. Et oui, on a les moyens, on les a pas. Hein. Voilà. Et oui, bon. Et oui, ça, vous avez compris que c'est directement lié. Alors c'est un phénomène particulier. Hein. C'est une cascade c'est vraiment une cascade de cassure de nos atomes en haute altitude. Et suivant l'altitude, ça va faire différentes couleurs. On a un phénomène de fluorescence. On a une explication assez complexe des aurores boréales. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mais oui, c'est à voir. Hein. Alors là, je vais finir par quelques photos. Ben oui, qu'on ne voit pas tous les jours. Hein. C'est pour le fun, ça. Hein, voilà, bon. Vous voyez les États-Unis? Bon. Ça, c'est les graineries. On appelle ça en astronomie les graineries. Et ça, nous, à Orion, on peut le voir. Pas comme ça quand même, mais on les voit. Hein? D'accord? Donc ça, c'est les graineries. Les dernières photos, hein, on a ça maintenant sur tous les catalogues, on a ça facilement. Vous voyez, ces zones-là particulières, très actives, des champs magnétiques là aussi importants, des protubérances, ce mot je l'ai un peu zappé, mais des choses qui vont, des flammes qui vont presque de la Terre à la Lune, hein, je ne veux dire pas tout à fait, mais quasiment, hein, 200 000, 100 000 km, c'est gigantesque, hein, ces protubérances. En voilà une très belle, à un moment donné. Ah ouais, ça. Donc on voit bien un champ magnétique fermé, là. Alors on a vu des champs magnétiques ouverts, là on retrouve un champ magnétique fermé. Et puis donc, on en revient un petit peu plus proche de nous, à ce que l'on fait, nous, à Orion, au niveau de l'atelier solaire. Eh bien, on va régulièrement aller voir sur les sites, un site très particulier, c'est NSO, ça c'est le site de NSO, vous voyez là-haut, National Solar Observatory, qui va reprendre des images des fameux 7 observatoires répartis dans le monde, dont entre autres, comme on a vu tout à l'heure, le Pic Teide, le Tololo à Chili, le Monacoa, le Mauna Loa, enfin voilà, différents points dans le monde où on a des images en direct. Celle-ci, vous voyez, elle est prise tout à l'heure. Ah non, c'est là, là, voilà. Vous voyez, c'est pas mieux. Hein, donc on a en permanence. Donc on va retrouver nos tâches, les filaments, les protubérances, on va retrouver les graineries, on va retrouver vraiment. Et de jour en jour, d'heure en heure quasiment, ça évolue. Ça change en permanence, c'est pas fixe. Hein. Donc on a vu il y a 2 ans, 3 ans, où il n'y avait quasiment rien. On a eu toute une période, on regardait régulièrement le soleil, on allait voir les sites, rien du tout. Et puis ça y est, le cycle 25 a bien démarré, et il a même tellement démarré qu'il est plus puissant, plus important que ce qui était prévu. Donc on pensait avoir des cycles calmes, on allait dire tiens, le soleil se ralentit, peut-être qu'il ne fera pas trop chaud, peut-être qu'il nous chauffera moins. Ben non, manque de peau, le cycle 25 est en train de vraiment démarrer comme il faut. Donc on le suit en direct, mais à Orion, eh bien on est capable aussi de faire ça. Donc quand même, hein, notre fameuse petite lunette, les protus, l'activité, hein, notre cher Damien n'est pas là, c'est une photo de Damien, mais bon, on en fait tous, hein, tous ceux qui veulent bien en faire, c'est facile. On a une caméra, on a une lunette qui est dédiée pour ça, donc on peut faire de la très belle photo du soleil. Une caméra, en voilà une autre, avec une magnifique protubérance. Hein. Voilà, donc ça c'est des photos accessibles aux amateurs aujourd'hui. Pas n'importe comment, on va filmer, on va dépouiller ça avec des petits logiciels dédiés à ça. On est équipé aujourd'hui pour s'amuser à faire de très belles images du soleil. Et voilà l'équipe, entre autres. Hein, voilà la lunette. Voilà un petit peu. Un travail d'astronome amateur, 2 jours. C'est pas mal, hein? 2 jours, si. Voilà, ça nous arrive de temps en temps. On n'en a pas beaucoup fait encore, mais bon, j'espère bien qu'à mesure que le soleil reprendra un petit peu de la hauteur dans le ciel, il faut avoir un très beau temps, il faut avoir des conditions vraiment pas voilées du tout, un très beau temps, et qui soit un petit peu haut dans le ciel, bon voilà, des conditions particulières. Se protéger toujours, utiliser les bons instruments, les bons filtres. Là, c'est vraiment, il faut faire ça dans de bonnes conditions, on ne s'improvise pas, observateur du soleil comme ça. Hein, voilà, voilà. Ah bah tiens, un sourire. Voilà, voilà.
a suscité des réactions, des réflexions, je pense. Vous voyez qu'il y a de quoi faire avec notre étoile, hein. On peut s'amuser. Hein. Alors, je remercie, moi, justement, c'est bien l'occasion de remercier toute l'équipe avec qui on a participé, où on a bien travaillé, juste avant le Covid et tout. Hein. On a fait des groupes d'ateliers solaires, et c'est là qu'on a développé ensemble, avec Nathalie, Jean-Luc, plein d'autres, et nos professeurs, Gérard, tout ça, tous ceux qui ont participé à cet atelier, qui m'ont permis, entre autres, de m'y intéresser, puis d'être curieux, d'aller chercher un peu plus, et de pouvoir produire ce document, mais je n'ai pas fait ça complètement tout seul, hein. C'est une équipe à Orion. On travaille ensemble et on va loin d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va pas vite, mais on va loin. Ensemble. Oui. Bon, ça va, ça n'a pas été trop... J'avais peur d'être un peu trop... Il y a une question là-bas. Oui. J'ai du mal à comprendre comment on peut observer le soleil avec des sondes qui sont munies d'un bouclier thermique. Comment on passe au travers pour voir des choses? Eh oui. Alors, on le voit un petit peu sur l'image, on va y revenir. En fait, on a des antennes qui en sortent. Le coronographe, il est décalé. Il a son propre... Alors, je suppose qu'il les rentre, qu'il les sorte, au moment. Et puis après, on travaille dans des longueurs d'onde qui doivent peut-être aussi traverser le bouclier thermique. Il n'est pas complètement opaque au rayonnement du soleil. Il évite le rayonnement ultraviolet, enfin infrarouge surtout, ce qui va chauffer, mais je pense qu'il y a des sondes aussi qui sont capables de mesurer des choses, des particules, enfin tout un tas de phénomènes, malgré le bouclier. Oui, c'est vrai que ça paraît curieux, ouais. Ils ont bien dû étudier ça, hein, ils ont bien dû le concevoir, mais je ne suis pas rentré dans ce détail-là. Ouais. Oui, je pense. C'est de la très haute technologie, là. Oui, mais bon, on a la chance, voilà, c'est tout récent, c'est un peu pourquoi je me suis lancé, parce qu'on est vraiment dans une période d'une étude encore plus avancée, plus pointue, grâce à ces nouvelles sondes. On n'est jamais allé voir le soleil d'aussi près, dans ces conditions et tout, donc ouais, c'est à suivre, et je pense que là, on va avoir des choses très intéressantes. Hein. Oui, la température moyenne, ouais, mais bon, bah, ça, c'est une photo réelle, c'est pas un chimistrage. Hein. C'est la NASA qui a fourni cette étoile. Concernant le fameux creux d'activité, en fait, l'influence du soleil sur le climat, est-ce qu'on a une idée de quelle influence, quel niveau de température ça impacte? Est-ce que c'est plusieurs degrés ou c'est beaucoup moins important? Alors, ça se passe un petit peu dans la haute atmosphère. Il faut savoir que quand le soleil est calme, il gonfle un petit peu. Relativement, c'est très faible, mais il va gonfler un peu. Son activité, son phénomène interne va changer. Et on sait aussi, c'est assez curieux, que c'est aussi l'influence des grosses planètes. Je ne vais pas parler parce qu'on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus pointu, mais les grosses planètes, Jupiter, Saturne et les planètes gazeuses, entre autres, quand elles sont alignées au Soleil, le centre, le barycentre, on va appeler ça le centre du système solaire, n'est pas le centre du Soleil. Même si le Soleil, c'est 99% plus de 99% de la matière du système solaire, lui tout seul, le Soleil bouge par rapport aux planètes. D'accord? Les planètes font déplacer légèrement le Soleil. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on déplace quelque chose qui est fluide, vous n'avez qu'à prendre une boule avec un fluide à l'intérieur, vous faites ça, les fluides vont être perturbés, les courants de convection vont changer. On va avoir un phénomène physique particulier. Et il semblerait, ça aussi, on est là, justement, on peut mieux l'étudier, il semblerait que quand les planètes se déplacent et qu'elles changent d'un endroit, quand on a un effet de planète, ce barycentre se déplace assez rapidement, on va faire bouger le Soleil à l'interne. Et à ce moment-là, on va avoir effectivement une période, le Soleil va changer de régime. Et ça pourrait être une des théories. On a regardé la période de Moder, effectivement, les planètes ont joué un rôle, il semblerait qu'elles jouaient un rôle dans ce ralentissement des courants de convection et de l'activité solaire. Donc, bon. Et justement, le rayonnement n'étant pas le même, le rayonnement du Soleil il gonfle, mais il a un rayonnement plus calme, plus différent. La haute atmosphère va l'absorber, et on va avoir une couche, on va avoir un phénomène comme une couche de CO2, enfin c'est au niveau de la haute atmosphère que ça se passe, et là effectivement, automatiquement, on bloque un petit peu le rayonnement, il ne ressort plus de la même façon, et non, il ressort, oui, c'est ça, il se met à sortir plus facilement, au contraire, donc on a un refroidissement directement sur Terre. Mais c'est assez subtil, c'est encore à peaufiner, tout ça, la physique est très complexe, et certainement, j'espère qu'on en saura sûrement plus avec les nouvelles sondes. Et Alain, il y a un projet qui s'appelle l'EPICA. Il y a le rapport, c'est sur Internet d'ailleurs.
c'est des carottages profonds à 3000 mètres de profondeur en Antarctique. Ah ouais, Et bon, on les a, hein, ces rapports. Et ils ont vu que tous les 100 000 ans, il y a une période de réchauffement. Et on est en plein dans la montée. Ah ouais, dans la remontée du... Ah oui, Oui, oui. plein. Tous D'accord. les 100 000 ans, ça fait ça. Ça fait ça. Et on est en plein dans la remontée. Dans la montée Pourquoi de- exactement? Les 100 000 ans, ça fait long, hein, tu te rends compte, par Ça rapport fait- au refroidissement qu'on a eu. Ouais, D'ailleurs, tu c'est des tapes- cycles beaucoup plus longs. Tu tapes Epica, c'est européen, Ah ouais. profond. D'accord. Et c'est un carottage profond à 3000. Il l'avait montré à la télé d'ailleurs, Peut-être bien. il y a quelques années. D'accord. Mais ouais, c'est particulier. Hein. C'est particulier. Alors, bon, ouais, les cycles. Alors, on sait qu'il y a des cycles dans les cycles, c'est-à-dire qu'il y a les cycles de 11 ans, mais qu'après, on retrouve des pics tous les 90 ans. Et tous les. Après, voilà, on va avoir des cycles longs et on a effectivement régulièrement des périodes froides, des périodes chaudes. Les âges glaciaires, hein, c'est pas compliqué. L'âge glaciaire correspond des âges glaciaires complètement avec l'activité solaire aussi. Donc on est dans un petit âge glaciaire, moyen qui finit, mais on repart effectivement sur des périodes plus chaudes. Alors, est-ce que le CO2, ça a à voir finalement? Le CO2. Nous, le nôtre, ah, lui il vient foutre le bazar. Tu sais, c'est le grain de sel, c'est l'effet papillon après. Et ouais, ça, l'effet papillon, il faut s'en méfier. On a vu les ailes de papillon, mais l'effet papillon, c'est complexe aussi. Hein. Alors, j'ai vu quelque chose d'intéressant sur Internet, il n'y a pas très longtemps, Vous permettez. au sujet de l'éruption solaire de 1859, qui a fait de gros dégâts aux États-Unis. Hein? Coupure de courant. Eh bien, là-bas. toujours pareil, avec des carottages profonds, ils ont découvert qu'il y avait une éruption solaire géante 100 fois plus puissante. Et dans les tourbières, dans les arbres, dans les cernes, ils voient avec Mais qui remonte des beaucoup rayons mieux, alors. X, du carbone 14, D'accord. qu'il y a eu une éruption solaire géante 100 fois plus puissante qu'en 1859. C'est un truc de dingue, quoi. Ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais on remonte à des Alors, millions ça d'années serait quand même. catastrophique, là. Hein. Déjà, en C'est 1859, sûr. ce qui s'est passé. Le patron, c'est le patron, hein, le soleil, c'est le patron, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, attends, j'oublie. C'était, ils ont daté 7000 et quelques années avant Jésus-Christ. Ils ont dit tous les 10 000 ans, ça arrive à peu près. Donc, on serait en plein Ouais, dans mais toujours pareil. 7000 et 2000, 9000 ans, 10 000 ans. Ouais, mais c'est comme le escalier sur Terre, on sait que ça Sur dans 1000 revient. ans, on disparaît. Mais il n'y a rien d'absolu, quoi. Je veux dire, là aussi, c'est pas... Et ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps. va falloir On en dit des investir choses, dans la on en crème dit, solaire. hein. Quand tu fouilles un peu dans les éruptions géantes, eh ben, tu tombes dessus, hein, sur le rapport des scientifiques. Non, mais je voulais pas trop faire peur, hein, Ah, parce qu'après, ils viendront plus moi, haut. j'ai l'esprit un peu empirique. Non, mais Christian, un autre grand spécialiste du soleil. Hein. Oh non, Ah, si. pas tant que toi. Si, non. si, oula, tu m'as rattrapé maintenant. J'arrive à la cheville. Eh ouais. Ah, c'est une belle histoire parce que on voit que ça a débuté quand même simplement avec des risques et c'est marrant, ceux qui s'y sont frottés, hein, c'est vrai qu'ils ont eu le mérite. Hein. Plus de questions? Non? N'hésitez pas, hein? Bon oui, on est entre nous, hein, comme j'ai dit à tout le monde, hein, on n'est pas, ça sort pas d'ici, hein. Et aucune question des bêtes. Il n'y a aucune question. Voilà, exactement. Eh ben, merci Alain, c'était super. Oui, ça nous a bien réchauffé.